Notre conversation va être très importante, car je l'espère, des centaines de millions de personnes à travers le monde vont l'écouter. Beaucoup de gens en Occident posent des questions étranges, car ils sont amenés à croire que la Russie ne prend pas au sérieux les négociations sur un accord de paix avec l'Ukraine. J'ai entendu dire qu'aucune des deux parties ne voulait vraiment un accord de paix. En fait, j'ai même entendu mon ami Marco Rubio le dire et j'ai entendu mon président déclarer la même chose. Donc, la question est, et je pense que c'est important que ce soit dit officiellement, la Russie est-elle prête à négocier de bonne foi un accord de paix avec l'Ukraine? N'y a-t-il pas d'obstacle de votre part, ni de la part du président Poutine ou du gouvernement russe pour atteindre cet objectif? Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais prononcée en public. Si l'Ukraine l'avait voulu, si elle avait été prête, si elle prenait elle-même les décisions, nous aurions pu signer le traité de paix le 28 février 2022, lors de notre première réunion. Ces conditions auraient été plus douces que celles que nous proposons aujourd'hui. En gros, tout ce que nous voulions, c'était que l'Ukraine renonce à adhérer à l'OTAN et à déployer des bases militaires étrangères sur son territoire. Je leur disais, soyez comme l'Autriche, un beau pays prospère. Vous pourriez avoir une armée comme celle de l'Autriche, pas de problème. Deuxièmement, rendez à la langue russe et à l'Église orthodoxe leur égalité de droit. Parce que c'est incroyable. En Israël, l'arabe n'est pas interdit. En Palestine, l'hébreu n'est pas interdit. Mais en Ukraine, la langue russe, parlée par les 3/4 de la population, est interdite. Les 3/4, plus de la moitié de la population le considère comme sa langue maternelle et franchement, ne connaît pas très bien l'ukrainien. Troisièmement, reconnaître la Crimée comme russe, car il est impossible de ne pas la reconnaître. En Crimée, le référendum le plus démocratique que l'on puisse imaginer a été tenu. Tous ceux qui le voulaient ont été invités. Gallup l'a confirmé, Pew l'a confirmé. Les deux instituts de sondage les plus respectés au monde ont enquêté et constaté que 85 à 93% des répondants pensaient que le référendum avait été organisé correctement et de matière fiable. Je ne fais que citer les propos des autres. C'est le droit de la nation à l'autodétermination. C'est une liberté fondamentale inscrite dans la Charte des Nations Unies. C'est une liberté fondamentale pour laquelle les philosophes français des Lumières se sont battus au XVIIIe siècle. Le droit des nations et des peuples à disposer d'eux-mêmes. La dernière proposition de notre part était la suivante. Il y a deux territoires. Le Donbass, deux régions qui ne veulent pas faire partie de l'Ukraine. Auparavant, nous avions proposé de les rendre à l'Ukraine avec un statut d'autonomie, afin qu'ils choisissent eux-mêmes le gouverneur. En Russie, la population choisit elle-même le gouverneur. J'ai lu le maire de Moscou, c'est normal. Aux États-Unis, le gouverneur est élu par les citoyens. Le maire est élu par les citoyens. En Ukraine, tout le monde est nommé par le président, par le bureau du président. Il n'y a pas d'élection du gouverneur. Tout ce que nous avons demandé en Minsk, en 2015, c'était « donnez-leur le droit de choisir leur gouverneur et ils reviendront ». L'Ukraine a refusé en déclinant qu'elle allait les conquérir. Elle n'a pas réussi à les conquérir. Ensuite, le 28 février 2022, nous avons proposé, si vous n'avez pas pu les conquérir et si vous ne pouvez pas vivre avec eux, laissez-les tranquilles. Nous avons fini par nous entendre pour la première fois à Istanbul. Nous avons préparé un accord. Je m'en souviens très bien. 19 pages, très détaillé.
On avait même fait en sorte que les phrases ne puissent pas être interprétées différemment en russe, en anglais et en ukrainien. Le 15 avril, le président Poutine a examiné ce traité et a apporté une ou deux corrections. Il est juriste de profession. Le 15 avril, j'ai remis cet accord à Zelensky. Il s'est tu pendant 2 semaines. On nous a dit qu'il était très occupé, que ce texte était un peu trop volumineux et trop complexe. Ah bon? Oui, trop volumineux. Il s'est avéré qu'au cours de ces 2 semaines, Boris Johnson, le chef du département d'État de Biden et le chef du Pentagone de Biden, étaient venus le voir. Chacun a tenu une réunion. Après ça, ils nous ont dit « Nos partenaires étrangers sont contre la signature de cet accord. » De l'accord dont nous avions déjà convenu. Les Ukrainiens vous ont dit qu'ils refusaient l'accord parce qu'on leur avait demandé de le faire. Oui, nos partenaires étrangers ne soutiennent pas la conclusion d'un accord. Ils ne nous garantiront ni aide ni sécurité si nous concluons cet accord. C'est pourquoi nous vous combattrons jusqu'à ce que vous nous vainquiez ou que nous vous vainquions. Je voudrais vous poser une question, car je veux être franc. Et il me semble que vous m'avez donné des réponses franches. Vous êtes en effet revenu avec le même plan que vous aviez proposé il y a 2 ans, qui n'a pas changé et dont le point le plus important est que l'Ukraine ne doit pas devenir un pays satellite de l'OTAN. L'Ukraine doit rester une nation souveraine et indépendante. Cela me semble être le fondement même de vos demandes dans les négociations. Mais voici la question que je voudrais vous poser. Vous vous entretenez avec ces gens du côté ukrainien, vous me dites que la Russie négocie de bonne foi pour trouver une solution. Pouvez-vous me dire, après avoir rencontré ces gens, qui négocient également de bonne foi, ou que quelqu'un leur dicte ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas dire? En 2022, ils étaient plus indépendants et plus libres. Maintenant, je constate qu'ils ont moins d'autonomie. Ils me font un peu penser à des cadres supérieurs embauchés par une grande entreprise. Ils peuvent prendre certaines décisions, mais pour les décisions clés, acheter ou vendre une entreprise, émettre de nouvelles actions, entrer sur un nouveau marché, ils doivent consulter le conseil d'administration. Voilà ce que ça me rappelle. De plus, ils sont devenus très nerveux et se regardent constamment les uns les autres. On dirait qu'ils se surveillent mutuellement. Lors des négociations. Donc, est-ce qu'ils auraient peur? Avez-vous ressenti une tension comme s'ils avaient peur de s'engager ou de dire quoi que ce soit? Ce n'est pas surprenant. Après la première série de négociations, alors que leur délégation ne comptait que 5 ou 6 personnes, l'une d'entre elles a été tuée immédiatement après les négociations. Le service de sécurité ukrainien l'a assassiné. Oui, Denis Kyriev, qui participait officieusement aux négociations, a été tué en mars 2022, apparemment par le SBU. C'est assez intéressant. Vous y croyez? Il ne nie pas qu'il a été tué par le service de sécurité ukrainien. Il ne le nie pas. Les services spéciaux l'ont abattu dans le centre-ville de Kiev. Pourquoi? Pour quelque chose qu'il a dit? Est-ce que vous vous souvenez? Je ne sais pas, je me souviens de lui. Pourquoi? Parce que pendant les négociations, je crois que c'était le premier jour, le 28 février, il y a eu une pause et tout le monde est parti. Certains pour fumer, d'autres pour aller aux toilettes, d'autres pour prendre un café. Je suis resté près du comptoir du bar. Il y avait un comptoir là-bas où il n'y avait personne.
Il n'y avait pas de barman, je suis resté près du comptoir avec Kiriev. Et nous avons parlé pendant un quart d'heure de sa vie en Crimée. Il avait vécu en Crimée et je crois que nous en avons parlé pendant environ 15 minutes. Après cette courte pause, nous sommes tous retournés dans la salle. C'est pourquoi je me souviens de lui. Nous n'avons parlé de rien de particulier. C'était juste une conversation informelle. C'est tout. Il n'est pas venu à la réunion suivante. Croyez-vous qu'on vous ait vu discuter avec lui et pensez que vous étiez peut-être trop proche? Tout le monde a vu que je lui parlais. On ne s'en cachait pas et n'écartions personne. Certains se sont approchés de nous pendant notre conversation, d'autres se sont éloignés. Mais ce que je retiens en tant que journaliste, c'est que peut-être certaines des personnes avec lesquelles vous négociez, permettez-moi d'être très prudent dans mes propos, ont l'impression d'avoir un pistolet sur la tempe, dans le sens où elles doivent faire très attention à ce qu'elles acceptent ou refusent. Autrement dit, elles n'ont pas la liberté de s'engager dans les négociations de bonne foi. Partagez-vous ce sentiment? Oui, je le vois bien. Je sens qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont meilleurs qu'ils ne veulent le montrer. Ils aimeraient même dire quelque chose, mais ils ne peuvent pas. J'ai vu de l'autre côté, les 2 tiers de la délégation étaient en tenue militaire. Ce sont des militaires. Je les regarde dans les yeux. Tout d'abord, ils sont exactement comme les Russes. Ils sont tout à fait pareils. Ils portent des uniformes similaires. Je vois dans leurs yeux qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Ils ne veulent pas faire la guerre et ne veulent pas envoyer leurs soldats à la mort. Peut-être parce qu'il leur reste encore un peu de l'humanité de l'officier. Après tout, un officier doit prendre soin de ses soldats. C'est mon ressenti. Il me semble donc que vous me décrivez une situation où quelqu'un, probablement au plus haut niveau, M. Zelensky, ne souhaite pas qu'un accord de paix soit conclu. Je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche, mais cela pourrait avoir un lien avec l'escalade des attaques contre les civils en Russie. Pensez-vous que ces deux choses soient liées? Je ferai une distinction entre le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne et les soldats d'une part, ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont proches du front, ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre, et le petit cercle de l'élite au pouvoir d'autre part. Parce que c'est comme, vous savez, vous venez de Cuba. Il me semble que les dirigeants ukrainiens, dans une certaine mesure, j'essaierai de m'exprimer avec beaucoup de prudence, me rappellent les dictateurs latino-américains. Eux aussi sont des gens sympathiques lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Ils font beaucoup de promesses pendant les élections. Mais ensuite, ils se transforment peu en peu en dictateurs. Pour rester au pouvoir éternellement, il faut un ennemi permanent. Il faut une guerre qui ne les menace pas personnellement, ni leur famille, car leurs familles vivent très bien à l'étranger, avec des passeports britanniques. Tout va bien pour eux. Sans la guerre, ils ne peuvent plus contrôler la situation, d'autant plus que l'aide étrangère, argent et armes, n'est accordée qu'en cas de guerre. S'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'aide étrangère. Et il n'est pas possible de réprimer n'importe quelle position interne. Il faut alors se présenter aux élections et ils perdent, parce que les gens sont fatigués. Les gens veulent la paix, les soldats veulent la paix. Il me semble qu'aussi importantes que soient vos négociations avec l'Ukraine, ce dont le monde a vraiment besoin, ce sont des négociations franches et fructueuses entre la Russie et les États-Unis. C'est le plus important. Et tant que ça ne se produit pas selon des gens plus intelligents que moi, le reste n'importe pas tant que ça.
Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, et je pense que beaucoup dépend de l'évolution des relations entre la Russie et les États-Unis. Si nous parvenons à la paix, l'Amérique cessera non seulement de dépenser de l'argent pour la guerre et pour la destruction, mais elle bénéficiera également d'énormes avantages économiques. Parce que les États-Unis ont signé un accord sur les terres rares de l'Ukraine, alors qu'ils ne représentent presque rien comparé aux immenses richesses de la Russie. Les entreprises et les citoyens américains pourraient gagner beaucoup avec des projets d'investissement avantageux en Russie, en développant un partenariat et un commerce avantageux avec la Russie. Je tiens également à vous poser une question à propos de l'accord que vous avez proposé. Restituer les dépouilles d'environ 6000 soldats. J'essaye de comprendre pourquoi l'Ukraine semble si paniquée à ce sujet. Je veux dire, ils sont déboussolés. C'est insultant. On dirait qu'ils sont en colère. Vous voulez renvoyer 6000 soldats? C'est étrange d'être en colère à cause de ça. Nous pensions qu'ils nous remercieraient, parce que 6000 familles pourraient enfin enterrer leurs fils et maris de manière chrétienne, en terre. Ils sont gelés dans des uniformes de l'armée ukrainienne, beaucoup avec des documents gelés dans des sacs en cellophane. La Croix-Rouge nous a remis ces sacs, ils sont là-dedans. Il s'agit de plusieurs trains équipés de réfrigérateurs. Donc, je tiens à vous dire qu'une partie de ces 6000, 1200 pour être précis, est déjà à la frontière de l'Ukraine, mais ils refusent de les accepter aujourd'hui. Pourquoi? Premièrement, ils ont du mal à admettre que les pertes sont si lourdes. Deuxièmement, nous avons proposé de charger directement dans nos wagons et nos camions frigorifiques les corps de nos hommes morts, afin que nous les enterrions. Apparemment, ils n'ont rien à nous rendre. Et le plus important, en Ukraine, une loi a été adoptée selon laquelle la famille du défunt doit recevoir une très grande indemnité payée avec de l'argent américain. Une très grande. Or, cet argent que les États-Unis et l'Europe ont accordé n'est pas dépensé pour payer les indemnités. Il est dépensé. Ou bien a déjà été dépensé pour d'autres choses. C'est à vous de comprendre lesquels. Il s'agit d'un montant d'environ 350 000 $ pour un mort confirmé que les contribuables américains doivent payer. Si on multiplie 350 000 par 6 000, ça fait plus de 2 milliards de dollars, c'est ça? Oui. Mais ils n'ont pas cet argent. Ils l'ont dépensé. Et personne ne veut payer. D'ailleurs, l'Ukraine n'a rien payé à personne, je crois. Les soldats sont portés disparus. Si quelqu'un est porté disparu, pas besoin de payer. Nous, par contre, nous faisons passer ces 6000 hommes portés disparus dans la catégorie des morts. C'est très simple. Comme disait l'un de mes camarades américains, quoi qu'on te dise, rappelle-toi. En fin de compte, il s'agit d'argent. Ils se comportent comme des fous parce que ce n'est pas une bonne affaire. Mais en réalité, c'est de la comédie. En fait, ils disent que nous ne voulons pas payer 2 milliards de dollars. Je pense que c'est peut-être ce que ces chiffres confirment. Revenons aux négociations. Nous devrions en finir parce que je l'espère. Et je pense que la plupart des gens dans le monde espèrent que nous pourrons trouver une solution. Je sais que certains parlent de troisième guerre mondiale, mais tout le monde aspire à la paix. Nous espérons tous que vous, en tant que principal artisan de paix, pourrez, dans les limites de vos compétences, leur faire comprendre pourquoi il est si important de parvenir à un accord de paix, en particulier pour le bien de l'Ukraine, mais aussi pour le bien de la Russie et du monde entier.
Vous leur avez parlé lors d'une réunion à huis clos pendant 2 heures et demie. Après la dernière session, en parlant à ces officiels, avez-vous ressenti qu'ils avaient peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour faire des compromis ou non? Quand on parle aux membres de la délégation ukrainienne hors caméra, en privé, ils se montrent en fait raisonnables. Ils cherchent également à arrêter les fusions de sang. Or, le problème est, comme il me semble, que l'Europe, autrement dit ceux qui se croient actionnaires et parrains de l'Ukraine, ne permet tout simplement pas aux dirigeants ukrainiens de parvenir à un accord bénéfique pour l'Ukraine. Le problème est que le président-chef de la délégation ukrainienne, c'est d'ailleurs un gars intelligent, je dirais très intelligent et flexible, un bon négociateur, m'a dit « C'est facile pour vous, Vladimir. Vous n'avez qu'un seul supérieur. Moi, j'en ai 3. » Merz, Macron, Starmer. À l'époque, en 2022, il s'agissait d'autres noms. Voilà. C'est le plus gros problème. Si on tient compte des intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien, je vois dans les yeux de cette équipe que ce sont des gens vivants, qui le comprennent. Alors on peut très rapidement parvenir à un accord à des conditions acceptables. Quelle est la différence entre Trump et Biden? À mon avis, c'est très simple. Trump dit « Les intérêts de l'Amérique passent avant tout, le reste, je m'en fiche. J'envisagerai les autres problèmes du monde selon l'optique de ce qui est avantageux pour l'Amérique. » Cette position est tout à fait compréhensible. C'est ainsi que le dirigeant d'un pays doit se comporter. Trump défend les intérêts de l'Amérique, pas ceux de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne ou de la Chine. L'Ukraine doit avoir ses intérêts à elle, c'est tout. Nous pourrions en parler pendant des heures, mais je ne veux pas le faire. Vous êtes très occupé. Vous avez des choses très importantes à faire. Je voudrais terminer sur ceci. Le président Trump, est-ce que vous attendez de lui, de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire? Je tiens également à souligner une chose, puisque je vous interroge. Je veux que tous ceux qui regardent cette interview sachent que M. Medinsky et moi, nous nous sommes pas parlé avant cette interview. Il ne savait pas ce que j'allais lui demander. Il ne m'a pas fourni de liste de questions. C'est une conversation totalement ouverte et honnête. Rien d'autre. Je dis ça juste pour le souligner une fois de plus. Ça me met en colère de voir l'Occident penser que leur journalisme est meilleur que le nôtre. Il ne l'est pas. Nous nous sommes pas parlé, n'est-ce pas? Jamais. Pas de préparatif, c'est juste une conversation entre deux hommes. Donc ceci m'amène à ma dernière question très importante. Aujourd'hui, l'Amérique sombre dans une lutte pour le pouvoir. Il y a ceux qui croient sincèrement que notre politique étrangère doit changer. Les Mearsheimer, Jeffrey Sachs, mon ami Tucker, le colonel McGregor, beaucoup de gens se rendent compte actuellement que nous menons des guerres incessantes sans raison valable, autre que d'enrichir quelques personnes. Le reste du pays n'en tirant aucun avantage. Et cette opinion commence à se répandre à travers le pays. Trump doit faire face à ceux qui s'y opposent, les néoconservateurs, les profiteurs de guerre, en regardant ce qu'il a fait en seulement 4 ou 5 mois de mandat. Pensez-vous qu'il négocie bien avec les deux partis? Quels conseils donneriez-vous à notre président? Qui suis-je pour donner des conseils? J'écoute juste les discours de Trump et je comprends son conservatisme national. Il faut faire ce qui est rentable pour l'Amérique et les Américains.
Est-ce rentable pour l'Amérique et les Américains de jeter l'argent par les fenêtres que Zelensky a ouvertes? Ce n'est que de l'argent gaspillé. En même temps, ils perdent des milliards de dollars d'éventuels contrats avec la Russie, avec les pays du tiers-monde. Pourquoi? Pourquoi mener des guerres inutiles? Je tiens à mentionner que j'ai écouté, par exemple, le discours du vice-président américain Vance à Munich. Le brillant discours d'un homme qui croit ce qu'il dit. Il croit ce qu'il dit. Les discours de Trump sont imprégnés d'un seul souci, les intérêts de l'Amérique. Pas les intérêts des sénateurs qui veulent faire leur publicité, leur promotion, se distinguer en faisant avancer un projet de loi controversé. J'ai moi-même été député, membre du Parlement pendant 8 ans, je le comprends. Un membre du Parlement a ses intérêts à lui. Et le chef de l'État, qui est responsable du pays, a d'autres intérêts. Il n'est pas guidé par sa circonscription, il est guidé par les intérêts du pays. En ce sens, nous comprenons parfaitement la politique de Trump. J'espère qu'il pourra résister à cette pression. Cela arrive dans n'importe quel gouvernement. Mais il y a des gens qui gagnent trop d'argent pour lui permettre de ne pas participer aux guerres. Biden a évidemment permis à bien des égards à ces gens de, si vous me permettez de le dire, diriger son administration. Aujourd'hui, je pense qu'une lutte est en cours au sein de l'administration Trump. J'espère que ça marchera. J'ai encore une chose à dire. Il me semble que Trump croit en Dieu. L'administration américaine précédente a fait beaucoup de choses pour lesquelles elle va brûler en enfer. Je pense que Trump y pense parfois la nuit. Il croit en Dieu. Il veut rester dans la mémoire des gens comme un homme qui est, comme il dit, a peacemaker et unifier. C'est une très belle formule. Espérons que Dieu vous entendra. Quelle conversation formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé votre vision des choses. Je sais que vous êtes en pleine bataille, négociant avec l'Ukraine. Vous êtes, selon la parole de Jésus, un artisan de paix. Et c'est la mission la plus importante pour tout homme de notre temps. Compte tenu de ce qui se passe, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Merci à vous pour cette conversation et ces questions intéressantes. Merci. Je vous ai parlé du point de vue occidental américain. Alors peut-être voyons-nous les choses un peu différemment. Merci. Merci infiniment, j'ai apprécié.